Dans l'ombre d'un destin déjà tracé, une jeune femme ose un geste désespéré, se cacher dans le carrosse d'un homme dont le pouvoir fait trembler des familles entières. Elle croit fuir une vie imposée, sans imaginer que ce refuge interdit révélera une vérité capable de bouleverser tout ce qu'elle pensait connaître. Entre le souffle d'une menace qui la poursuit et l'écho d'un secret prêt à surgir, son choix deviendra le point de rupture entre le devoir et le désir. Si cette histoire vous touche, inscrivez-vous à notre chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 abonnés et continuer à vivre ensemble ces romances inoubliables. Dans les ombres veloutées d'une nuit parisienne de 1890, sous le crépitement des lanternes à gaz qui dansaient comme des feux follets sur les pavés humides de la rue de Rivoli, Émilie sentit son cœur marteler sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle n'avait que 19 ans, et pourtant, le poids d'un destin imposé la broyait déjà. Un mariage forcé avec le vicomte Armand de la Croix, un homme aux yeux froids comme l'acier, ou qui puait l'ambition et la cruauté déguisées en noblesse. Ses mains tremblaient sur le loquet du carrosse luxueux garé devant l'hôtel particulier de sa famille, un véhicule somptueux aux armoiries étincelantes, prêt à emporter le magnate des affaires, Henri Beaumont, vers les lumières de l'opéra. Sans un mot, sans un regard en arrière, Émilie se glissa à l'intérieur, se cachant sous les coussins de velours rouge, le souffle court, priant pour que les ténèbres la protègent d'un avenir qui n'était pas le sien. Ce qu'elle allait découvrir dans ce refuge clandestin changerait tout, la sauvant d'un piège qu'elle n'imaginait même pas. Émilie pressa son corps contre le plancher du carrosse, l'odeur de cuir neuf et de bois ciré envahissant ses narines. Dehors, les sabots des chevaux claquaient impatiemment sur les pavés, et elle entendit des voix étouffées, le cocher marmonnant des ordres, puis le grincement de la porte qui s'ouvrait. Son pouls s'accéléra. Elle avait fui sa propre maison, ce manoir étouffant du faubourg Saint-Germain, où sa mère, veuve depuis 5 ans, complotait avec les marieuses, pour sceller une alliance qui enrichirait la famille ruinée par des dettes de jeu. « C'est pour ton bien, ma fille », avait susurré Madame Duval ce soir-là, les lèvres pincées sous son chignon impeccable, orné de perles fausses. Mais Émilie refusait. Armand de la Croix n'était pas un mari, c'était un bourreau en habit de soie, inconnu pour ses colères qui laissèrent des marques invisibles sur l'âme de ses serviteurs. Le carrosse oscilla légèrement quand Henri Beaumont s'installa. Elle retint son souffle, osant à peine respirer. L'homme était une légende vivante à Paris. Magnate des chemins de fer, il avait bâti un empire sur les rails qui reliaient la capitale à la Côte d'Azur, accumulant une fortune qui faisait pâlir les banquiers les plus avides. On chuchotait qu'il était impitoyable en affaires, capable de ruiner un rival d'un claquement de doigts, mais aussi généreux envers les orphelins de la commune, finançant des écoles dans les quartiers ouvriers. Émilie l'avait vu une fois de loin lors d'un bal au Louvre, grand, les épaules larges sous son frac noir, une moustache impeccablement taillée, encadrant un visage marqué par des rides d'expérience, et des yeux verts qui semblaient percer les secrets des âmes. Le véhicule s'ébranla, les roues grinçant sur les pavés irréguliers. Émilie se recroquevilla plus profondément, son corsage de taffetas froissé collant à sa peau moite. Pourquoi ce carrosse? Pourquoi lui? C'était un coup de dé, une impulsion née de la panique. Elle avait entendu les domestiques parler de Beaumont. Il partait ce soir pour une réunion secrète, loin des regards indiscrets. Peut-être pourrait-elle s'échapper à la gare, disparaître dans la nuit comme une ombre. Mais le destin en décida autrement. À travers les coussins, elle perçut des murmures. Beaumont n'était pas seul. Une voix rauque, masculine, s'éleva. « Monsieur Beaumont, le contrat est prêt. Le vicomte de la Croix paiera cher pour ce silence. » Émilie se figea. Armand, son nom prononcé ici, dans l'intimité de ce carrosse, la glaça jusqu'aux os. Beaumont répondit d'une voix grave, mesurée. « Parfait. Il pense m'avoir doublé avec ses terrains à Lyon, mais je tiens les preuves. Demain, il signera, ou son nom sera traîné dans la boue des journaux. » Son cœur bondit. « Preuves ? Contre Armand ?» Elle osa soulever un coin du coussin, juste assez pour apercevoir les silhouettes floues.
Beaumont tenait un dossier de cuir, l'ouvrant pour révéler des lettres jaunies, des plans froissés. L'autre homme, un subalterne sans doute, hocha la tête avec avidité. Et la fille, la petite Duval, il la marie pour renflouer ses caisses, mais si vous intervenez. Beaumont referma le dossier d'un geste sec. Pas encore, mais si elle est impliquée, je verrai. Émilie étouffa un hoquet. Il parlait d'elle. Son mariage n'était pas seulement une ruine financière, c'était un pion dans un jeu plus vaste, un complot où Armand vendait des terrains volés pour masquer ses fraudes. Le carrosse cahotait maintenant sur le boulevard, les lumières des cafés défilant comme des étoiles filantes. La panique la submergea. Si elle se révélait maintenant, que se passerait-il? Beaumont la renverrait chez elle, droit dans les bras de son bourreau, mais resté caché. Et si c'était sa chance? Soudain, le véhicule s'arrêta net, des cris dehors, un accident, un fiacre renversé. Dans la confusion, le subalterne descendit pour aider, laissant Beaumont seul. Émilie sentit une main puissante écarter les coussins. Elle leva les yeux, face à face avec lui. Ses yeux verts s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent en une curiosité intense. « Mademoiselle, qui êtes-vous? Et que diable faites-vous là ?» Elle déglutit, les mots se bousculant. « Je fuis le vicomte de la Croix. Il me force à l'épouser. J'ai entendu vos paroles. » Beaumont ne bougea pas, son regard la jaugeant comme un contrat à signer. Au lieu de la jeter dehors, il referma les coussins partiellement, masquant sa présence. « Restez tranquille, nous en reparlerons à l'arrivée. » Le subalterne remonta, ignorant tout. Le carrosse repartit, emportant Émilie dans un tourbillon d'espoir et de terreur. À la gare de Lyon, sous le dôme de verre qui filtrait la lune, Beaumont la guida discrètement vers un compartiment privé. Là, dans l'éclat tamisé des lampes à huile, il déploya les documents. « Voyez vous-même, mademoiselle Duval, votre fiancé est un escroc. Il a détourné des fonds de mes lignes pour ses dettes. Ce mariage. Une façade pour me ruiner. » Émilie parcourut les pages, les chiffres dansant devant ses yeux, des signatures falsifiées, des promesses brisées. « Pourquoi me dire cela ?» Il s'assit en face d'elle, le visage adouci par une ombre de regret. « Parce que j'ai perdu une sœur autrefois, piégée dans un tel piège, et parce que, ce soir, le destin nous a réunis. » Le train siffla, prêt à partir pour Nice, où Beaumont avait des affaires urgentes. « Venez avec moi. » Pas comme fugitive, mais comme alliée. Aidez-moi à l'arrêter et je vous protège de lui. Émilie hésita, le cœur déchiré entre la peur et une étincelle nouvelle. Accepter, c'était plonger dans l'inconnu, risquer la réputation, défier sa famille. Refuser, c'était retourner à l'enfer. Alors que le convoi s'ébranlait dans la nuit, elle murmura « D'accord, mais à une condition, pas de mensonge entre nous. » Beaumont sourit pour la première fois, un éclat sincère illuminant ses traits. Marché conclu. Pourtant, au fond d'elle, une ombre persistait. Et si ce magnate n'était pas le sauveur qu'il prétendait? Le voyage ne faisait que commencer, et les secrets du carrosse n'étaient que le premier voile levé. Le train filait à travers la nuit, ses roues rythmant un chant métallique sur les rails qui s'étiraient comme des veines d'acier vers le sud. Émilie, assise en face d'Henri Beaumont, dans le compartiment lambrissé de bois sombre, sentait encore le tremblement de ses membres. La lampe à huile suspendue au plafond oscillait doucement, projetant des ombres dansantes sur les rideaux de velours bleu nuit. Dehors, les lumières sporadiques des villages endormis défilaient, mais à l'intérieur, un silence pesant régnait, seulement brisé par le crépitement occasionnel du feu dans le petit poêle à charbon. Henri, les coudes posés sur ses genoux, observait Émilie avec une intensité qui la faisait rougir sous son voile de dentelle. Il avait ôté son chapeau melon, révélant des cheveux poivre et sel, et son frac noir, encore impeccable malgré l'agitation de la soirée, soulignait sa stature imposante. « Racontez-moi tout, mademoiselle Duval, » dit-il d'une voix basse, comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter. « Votre vie à Paris, ce qui vous a poussé à ce geste désespéré. » Émilie hésita. Ses doigts fins triturant l'ourlet de sa robe de soie grise, un modèle simple mais élégant de l'atelier Worth,
avec un corsage ajusté qui soulignait sa silhouette menue et des manches bouffantes ornées de rubans de satin. À 19 ans, elle incarnait la jeune bourgeoise parisienne, cheveux châtains relevés en un chignon souple, orné d'une barrette de nacre héritée de sa grand-mère, et un collier de perles fines qui avait appartenu à sa mère. Mais sous cette apparence soignée, son regard noisette trahissait une âme rebelle forgée dans les salons étouffants du faubourg Saint-Germain. Ma famille, nous vivions dans l'ombre de la grandeur passée, commença-t-elle, la voix tremblante. Mon père, un ancien officier de l'Empire, est mort ruiné après la guerre de 70. Ma mère, Madame Duval, née de la bourgeoisie lyonnaise, a tout sacrifié pour maintenir les apparences. Notre hôtel particulier, rue de Grenelle, est un mausolée de dettes. Tapisserie fanée, argenterie vendue en cachette et des domestiques qui partent un à un. Chaque matin, je me lève pour les leçons de piano ou d'aquarelle, sous l'œil vigilant de ma gouvernante, mademoiselle Leclerc. Une veuve acariâtre qui répète que la vertu d'une femme est sa plus belle parure. Henri hocha la tête, ses yeux verts captant chaque nuance de son récit. Il versa du thé d'un thermos en argent, l'arôme épicé se mêlant à l'odeur de charbon. « Et ce vicomte de la Croix, comment est-il entré dans votre monde ?» Émilie but une gorgée, le liquide chaud apaisant sa gorge nouée. « Armand, il est apparu comme un sauveur il y a 6 mois. Fils d'une vieille noblesse normande, il parade dans les Tuileries avec son titre rutilant, mais ses terres sont hypothéquées. Ma mère l'a invité à un dîner, un de ces rituels interminables où l'on discute de l'exposition universelle ou des scandales à l'opéra. Il m'a courtisé avec des fleurs rares et des promesses de ballets privés. Mais ses yeux, ils me glaçaient. J'ai surpris des murmures parmi les servantes. Il bat ses chevaux jusqu'au sang, ruine ses fermiers pour des caprices. Le compartiment semblait rétrécir, comme si Paris elle-même les poursuivait. Émilie revoyait les journées monotones, les promenades au bois de Boulogne, sous l'escorte d'un chaperon, où les calèches des élégantes défilaient, corsetés dans leurs toilettes à crinoline, riant derrière leurs éventails de soie. L'été chez les voisines, où les ragots coulaient comme du champagne. Avez-vous vu la duchesse? Son nouveau chapeau de plumes d'autruche. Mais pour Émilie, ces mondanités étaient une prison dorée. Sa sœur aînée, Claire, mariée à un notaire terne, lui envoyait des lettres larmoyantes. « Soumets-toi, ma chère. Le mariage est un devoir. » Et sa mère, avec ses robes de mousseline noire et son éventail constant, orchestrait tout. Le vicomte t'offrira la sécurité, Émilie. Sans lui, nous sombrerons. Henri l'écoutait, immobile, son visage buriné par des années de négociations acharnées. À 45 ans, il était veuf depuis une décennie. Sa fortune bâtie sur les rails qui reliaient Paris à Marseille, employant des milliers d'ouvriers dans des ateliers enfumés. Pourtant, dans ce train, il révélait une facette inattendue. Un homme qui collectionnait des livres anciens sur les arts, finançait des ateliers pour jeunes filles démunies et évitait les bals pour des soirées solitaires au café anglais. « Votre monde est un échiquier, mademoiselle, murmura-t-il. Les pions comme votre famille sont sacrifiés pour les rois. Delacroix m'a trahi en falsifiant des contrats pour mes lignes à Lyon. Il veut m'absorber, effacer ses dettes avec mon empire. » Émilie sentit un frisson la traverser. Pour la première fois, elle n'était plus une ombre dans son propre récit. « Et moi, suis-je un pion dans ce jeu ?» demanda-t-elle, osant croiser son regard. Il sourit légèrement, un éclat chaleureux adoucissant ses traits. « Pas si vous choisissez autrement. À Nice, je vous présenterai à mon cercle. Des investisseurs, des avocats discrets. Mais prudence, les oreilles sont partout. » Le train ralentit, entrant dans une gare intermédiaire près d'Avignon. Des porteurs criaient des noms, des voyageurs descendaient dans la brume matinale naissante. Émilie jeta un œil par la fenêtre, voyant les vignes endormies sous un ciel laiteux. Soudain, un coup à la porte du compartiment. Un employé ferroviaire, casquette en cuir, entra avec un télégramme plié. « Pour Monsieur Beaumont urgent. » Henri le prit, brisant le sceau.
Son visage se durcit en lisant les mots griffonnés. De Paris. Votre mère alerte la police. Elle pense à un enlèvement. Émilie pâlit, le cœur serré. Le piège se refermait déjà. Dehors, dans l'ombre d'un quai, une silhouette furtive observait le train. Un émissaire d'Armand. Le voyage vers la liberté venait de virer au cauchemar. Le train reprit sa course effrénée vers le sud, les rails vibrant sous les essieux comme un avertissement sourd. Henri Beaumont froissa le télégramme dans son poing, ses jointures blanchissant sous la pression. Émilie, le cœur battant la chamade, fixait la petite feuille de papier comme si elle pouvait l'enflammer par la seule force de sa volonté. « Ma mère, elle pense à un enlèvement », murmura-t-elle la voix brisée. Dehors, la silhouette furtive sur le quai s'était évanouie dans la brume. Mais l'angoisse persistait, un étau invisible se resserrant autour d'eux. Henri se leva d'un bond, traversant le compartiment en deux enjambées pour verrouiller la porte. Ses bottes cirées claquèrent sur le plancher de bois verni, et il revint s'asseoir, plus proche cette fois, son genou frôlant presque le sien. Ce n'est pas un enlèvement, mademoiselle Duval, c'est une fuite consentie. Mais votre famille, et Delacroix, ne le verra pas ainsi. Les journaux de Paris en feront leur chou gras demain. La fille Duval disparut avec le magnate des rails. Votre réputation, elle sera en lambeaux. Il marqua une pause, ses yeux verts sondant les siens avec une urgence contenue. À moins que nous agissions vite. Émilie sentit un vertige la saisir. La normalité de sa vie, ses matins routiniers au piano, ses thés guindés sous l'œil de mademoiselle Leclerc, s'effritaient comme un château de sable sous la marée. Elle avait fui pour respirer, pour échapper aux mains froides d'Armand qui promettait une vie de soumission. Mais maintenant, ce choix la jetait dans un abîme plus profond. Alliée d'un homme qu'elle ne connaissait qu'à travers des rumeurs, poursuivie par la loi et les ragots. Et si je retourne, si je mens, dis que c'était une promenade nocturne, proposa-t-elle, hésitante, ses doigts serrant le rebord de son siège. Henri secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Trop tard. Le télégramme prouve que l'alarme est donnée. Delacroix a des amis chez les commissaires. Il vous ramènera, et moi, il m'accusera de séduction indécente. Non, Émilie, permettez-moi de vous appeler ainsi, dans l'intimité de ce voyage. Nous devons forger une alliance formelle. À Nice, je vous présenterai comme ma secrétaire, une parente éloignée venue m'assister dans mes affaires. Cela nous donne du temps. Et pour exposer les fraudes de votre fiancé, pour ruiner son emprise sur votre famille. Le mot « alliance » résonna dans l'air confiné du compartiment, chargé d'un poids nouveau. Émilie recula légèrement, son corsage se soulevant au rythme de sa respiration accélérée. Une secrétaire, elle, habituée au salon où les femmes brodaient en silence, observant les hommes dicter le monde. Le coup social la terrifiait. Sa mère, outrée, la renierait. Ses amis du quartier, chuchotant derrière leurs éventails, la traiteraient de paria. Et Armand, ses colères qu'elle avait entrevues lors d'un dîner. Un verre brisé d'un geste sec, un valet tremblant se déchaînerait sans merci. Pourtant, une étincelle d'espoir vacillait. Pour la première fois, elle n'était pas une marchandise à marier, mais une partenaire dans un combat. Les règles de ce nouveau monde sont impitoyables, continua Henri, déroulant une carte des lignes ferroviaires sur la petite table pliante. Ses doigts, calleux d'années à signer des contrats, traçaient des lignes rouges sur les terrains litigieux à Lyon. À Nice, la société est un kaléidoscope. Aristocrates en villégiature, bourgeois en ascension, espions partout. Vous devrez adopter l'étiquette d'une dame d'affaires, robe sobre, pas de bijoux ostentatoires, et une vigilance constante. Pas de promenade solitaire. Je serai votre chaperon. Mais en public, nous simulerons une distance professionnelle. Et les obstacles, ils viendront vite. Delacroix enverra des émissaires. Peut-être même un détective privé, comme ces ombres qui rôdent à Paris. Émilie hocha la tête, absorbant chaque mot, comme une éponge. Le train traversa un tunnel, plongeant le compartiment dans une obscurité totale, seulement percée par la lueur orangée de la lampe. Dans ce noir bref, elle imagina les premiers écueils, une calomnie dans un journal de province, accusant Henri
de l'avoir enlevé pour ses appétits. Un veto familial, coupant les fonds qui maintenaient leur maison à flot, ou pire, une dette révélée, forçant sa mère à mendier l'aide d'Armand. « J'accepte. Mais à quel prix pour vous ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme, un premier signe de résolution. Henri rangea la carte, son regard s'adoucissant. « Le prix d'une cause juste. J'ai vu trop de femmes piégées comme votre sœur Claire, mariées pour des titres vides. Vous m'aidez à le vaincre, et je vous rends votre liberté, une dot, une vie choisie. » Il tendit la main, paume ouverte, un geste solennel. Émilie la serra, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne, un contact fugace qui fit naître un frisson inattendu. Alliés, le mot scellait leur pacte, brisant le status quo de sa vie cloîtrée. Mais le répit fut de courte durée, le train émergea du tunnel, et un sifflet strident retentit. Une gare plus grande, peut-être Arles, avec ses quais grouillants de voyageurs en manteau de laine. Un employé frappa à la porte, plus insistante cette fois. « Contrôle policier, monsieur Beaumont, ordre de Paris. » Henri jura à voix basse, rangeant les documents à la hâte. Émilie se raidit, le cœur en déroute. Les autorités, déjà ? Armand avait agi plus vite qu'il ne l'imaginait. Henri se posta devant elle, protecteur. « Restez caché derrière le rideau, je gère ça. » Il ouvrit la porte, affrontant l'agent en uniforme bleu, casquette galonnée, qui brandissait un mandat griffonné. « Mademoiselle Duval est-elle à bord? Soupçon d'enlèvement. » La voix de l'homme claqua comme un fouet. Henri répondit calmement, déployant son autorité de magnate. « Aucune demoiselle ici, inspecteur. Seulement mes affaires et mon secrétaire. Vérifiez si vous voulez. » L'agent fouilla, jetant des regards suspicieux, mais Émilie, plaquée contre la paroi, retint son souffle. Il repartit, grommelant, sans rien trouver. Le train redémarra, mais l'incident avait tout changé. Émilie émergea pâle, les mains tremblantes. « Il nous traque. Ce n'est plus une fuite, c'est une chasse. » Henri acquiesça, sombre. « Et Nice sera notre champ de bataille. Mais d'abord, une décision. Signez ce contrat improvisé, attestant que vous voyagez de votre plein gré comme mon assistante. Sans cela, au prochain arrêt, il vous arrache à moi. » Émilie prit la plume qu'il lui tendait, l'encre noire luisant sous la lampe. Signer, c'était rompre définitivement avec Paris, avec sa mère en pleurs, avec le piège d'Armand. Hésitante, le stylo suspendu. Elle appuya, traçant son nom d'une main ferme. Le statu quo était brisé, une nouvelle vie s'ouvrait, pleine de périls. Mais au loin, un cavalier solitaire galopait le long des voies, portant peut-être un message fatal d'Armand. Le piège se resserrait. Le train émergea enfin des collines provençales, et Nice s'ouvrit devant eux comme un joyau azuré, baigné par la lumière méditerranéenne qui dansait sur les vagues paresseuses de la baie. Émilie, encore secouée par l'incident du contrôle policier, observa par la fenêtre les villas blanchâtres alignées le long de la promenade des Anglais, leurs jardins exotiques débordant de palmiers et de bougainvillées en fleurs. C'était 1890, et la ville bourdonnait d'une élégance cosmopolite. Anglais en canotier, Russes en pelisse de fourrure, et Parisiens en quête d'oubli hivernal. Henri Beaumont, assis en face d'elle, replia la carte des lignes avec un geste précis, ses yeux verts trahissant une vigilance accrue. « Bienvenue dans votre nouveau monde, Émilie. Ici, les apparences sont des armes. Souvenez-vous, vous êtes mademoiselle Émilie Laurent, ma secrétaire et parente éloignée. Pas un mot sur Paris. Pour l'instant. » Ils descendirent à la gare de Nice-Ville, un édifice de pierre ocre, aux arcades ombragées où des porteurs en livrée criaient des noms de voyageurs. Henri guida Émilie d'un geste discret, son bras effleurant le sien sans la toucher, un micro-geste de protection qui fit accélérer son pouls. Elle portait encore sa robe de voyage grise, froissée par la nuit, mais Henri avait insisté pour qu'elle ajuste son chapeau à voilette, masquant ses traits. Une voiture les attendait, un landau décapoté aux roues cerclées de fer, tiré par 2 chevaux alezans. Tandis qu'ils roulaient vers l'hôtel du Negresco, encore en construction, mais déjà promettant le luxe, Émilie sentit les regards. Des promeneurs en redingote, des dames en toilette de lin blanc,
tous jetant des coups d'œil curieux à cette paire incongrue, un magnate solitaire et sa secrétaire, aux allures de demoiselles en détresse. L'hôtel, un palais Renaissance naissant face à la mer, les accueillit dans un hall au marbre poli et au lustre de cristal. Henri s'enquit d'une suite privée, payant en or sonnant pour la discrétion du concierge, un homme au moustachu ciré qui hocha la tête avec un sourire complice. « Votre assistante aura sa chambre adjacente, monsieur. Pas de questions posées. » Émilie, le cœur battant, signa le registre d'une main tremblante. Et Laurent. C'était sa première preuve sociale, un mensonge gravé sur papier, et il la fit frissonner d'excitation mêlée de terreur. Le lendemain matin, Henri l'entraîna dans un salon de thé semi-public, le célèbre Roule, niché sur la place Masséna. C'était un test, intégrer Émilie à ce microcosme niçois, où les nouvelles de Paris filtraient comme du parfum capiteux. Le salon bruissait d'une foule élégante. Table ronde, drapée de nappes blanches, serveurs en veston noir versant du thé à la bergamote dans des tasses de porcelaine de Limoges. Des dames en chapeaux ornés de plumes d'autruche sirotaient leur Earl Grey, leurs éventails claquant pour souligner un ragot. Henri choisit une table en retrait, près d'une fenêtre donnant sur les fontaines. « Observez, apprenez », murmura-t-il en dépliant le journal local, Le Petit Niçois. Émilie s'assit, raide dans une nouvelle robe qu'il avait fait livrer, un modèle simple de serge bleu marine, un corsage boutonné haut, jupe plissée sans crinoline excessive, adaptée à une dame d'affaires sans ostentation. Bientôt, les murmures commencèrent. Une table voisine, occupée par deux bourgeoises lyonnaises en voyage, les jaugea. L'une, une matrone aux boucles grises et au collier de corail, plissa les yeux. N'est-ce pas Beaumont, le roi des rails, et cette jeune personne, une parente, dites-vous? À Paris, on chuchote qu'il voyage seul d'habitude. Sa compagne plus jeune, en robe de percale à rayures, gloussa derrière son gant. Regardez-la, trop pâle pour Nice, et ses manières. Pas une vraie secrétaire, ça se voit. Peut-être une aventurière? Les mots, lancés comme des flèches empoisonnées, atteignirent Émilie en plein cœur. Une humiliation subtile, une friction de classe. Elle, issue du faubourg Saint-Germain, se voyait reléguée au rang de suspecte, une intruse dans ce bal masqué social. Henri posa son journal d'un geste mesuré, son regard croisant celui d'Émilie. Un échange silencieux, chargé de solidarité. Il ne la défendit pas ouvertement. Ce serait suspect. Au lieu de cela, il se tourna vers les femmes avec un sourire courtois, sa voix grave portant juste assez. « Messieurs Beaumont apprécient l'efficacité, mesdames. Mademoiselle Laurent gère mes comptes avec une précision qui surpasserait bien des messieurs de la bourse. » Les bourgeoises rougirent, leurs éventails s'agitant plus vite, mais le venin persistait dans leurs yeux. Émilie baissa la tête, sentant la chaleur monter à ses joues. C'était le coup. Rejet mesuré. Un premier mur à escalader dans ce nouveau monde où les femmes comme elle devaient naviguer entre ombre et lumière. Pour apaiser la tension, Henri glissa un objet sur la table. Un broche ancien, une petite perle montée sur or, attachée à un ruban fané. « Tenez, Émilie, un talisman de ma sœur défunte. Elle l'emportait en voyage. Il porte chance. » Ses doigts effleurèrent les siens en le passant, un rosse fugace, électrique, qui fit naître un silence partagé, un instant d'intimité au milieu du tumulte. Émilie épingla le broche à son corsage, sentant son poids comme un ancre émotionnel. C'était le début d'un arc, un symbole de confiance naissante, liant leur destin sans mots superflus. « Merci », murmura-t-elle. Ses yeux noisettes rencontrant les siens dans une lueur de gratitude. Pour la première fois, elle se sentit vue, non comme une fugitive, mais comme une alliée. Le thé se poursuivit, et un petit succès émergea. Un homme d'affaires local, un certain Monsieur Duval, ironie du sort, s'approcha pour saluer Henri, ignorant Émilie au début. Mais quand elle intervint, expliquant brièvement un détail sur les lignes à Lyon tirées des documents du train, l'homme hocha la tête, impressionné. Une assistante cultivée, rare à Nice,
C'était une avancée mineure, une preuve sociale naissante, qui fit sourire Henri discrètement. Ensemble, ils avaient franchi un premier obstacle, forgeant un lien plus fort. Mais la menace du vilain planait. Au fond du salon, une silhouette familière observait depuis l'ombre d'une colonne, un valet aux traits normands, émissaire d'Armand de la Croix, notant chaque geste. Tandis qu'il quittait le roule, Émilie ajusta son chapeau, le broche luisant sous le soleil. « J'ai tenu bon », dit-elle à Henri en montant dans le landau. Il acquiesça, son épaule frôlant la sienne dans l'étroitesse du véhicule. « Oui, mais écoutez cela. » Il déplia le journal, pointant un entrefilet en bas de page. « Disparition mystérieuse à Paris. La fille d'une famille honorable vue pour la dernière fois près d'un carrosse suspect. Les autorités suspectent un fugueur. » Les mots glacèrent Émilie. Une conséquence visible, un commentaire public qui les rattrapait. Armand agissait dans l'ombre, et Nice n'était plus un refuge. Le landau s'ébranla vers la villa de Henri, mais l'étau se resserrait. Qu'allait-il se passer au prochain thé, ou pire, à la réception imminente où les espions grouilleraient? Si vous aimez cette histoire jusqu'ici, appuyez sur le bouton like pour soutenir le canal. Le soir tombait sur Nice, teignant la mer de pourpre, quand un messager discret frappa à la porte de la suite. Henri l'ouvrit, et une lettre scellée glissa dans sa main, un sceau connu, celui d'Armand. Le piège s'approchait. La nuit enveloppait la villa de Henri Beaumont comme un manteau de velours sombre, perché sur les collines de Nice, avec vue sur la baie où les vagues murmuraient des secrets inavoués. La lettre scellée d'Armand de la Croix reposait sur la table en acajou du salon privé, son sceau brisé révélant des mots venimeux, une menace voilée, exigeant le retour d'Émilie, sous peine de scandale public. Henri la relut à voix haute, sa voix grave résonnant dans la pièce éclairée par des candélabres à huile, leurs flammes dansant sur les tapisseries provençales. « Il sait que vous êtes ici. Ces espions sont rapides comme des rats dans les égouts de Paris. » Émilie, assise sur un divan de brocart, sentit un frisson la traverser, malgré la chaleur étouffante de la soirée méditerranéenne. Dehors, le ciel s'assombrissait, des nuages lourds roulant depuis la mer, annonçant une tempête qui isolerait la villa du monde. Henri referma la lettre d'un geste sec, ses épaules larges tendues sous sa chemise de lin blanc, déboutonnée au col pour la commodité du soir. À 45 ans, il portait les marques d'une vie rude, une cicatrice fine sur la tempe, souvenir d'un accident de chantier lors de la construction des rails à Marseille, et des mains calleuses qui contrastaient avec l'élégance de ses manières. Il s'approcha d'Émilie, s'asseyant à distance respectueuse sur un fauteuil en cuir usé. « Nous ne pouvons pas ignorer cela. Mais ce soir, avant que la nuit nous avale, parlons. Vraiment, pas de masque, pas de contrat froid. » Sa voix s'adoucit, un appel intime qui fit battre le cœur d'Émilie plus fort. Le confinement forcé par la tempête imminente, les chemins boueux deviendraient impraticables, les liaient déjà, transformant la villa en un cocon fragile contre les vents du dehors. Émilie hocha la tête, ses doigts effleurant le broche à la perle qu'il lui avait donné plus tôt, ce talisman hérité de sa sœur. L'objet, tiède contre sa peau à travers le tissu de sa robe de chambre en mousseline légère, devint le point d'ancrage de la soirée. Cette perle, elle vous hante encore, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, osant plonger dans son regard vert, où des ombres de douleur dansaient comme les flammes. Henri hésita, puis se leva pour allumer un petit phonographe à manivelle, un appareil rare importé d'Angleterre, chargé d'un cylindre de cire gravé de mélodies wagnériennes. La musique s'éleva doucement, les notes de Trum enveloppant la pièce d'une mélancolie poignante, comme un voile sur leurs âmes blessées. Il revint s'asseoir, et plus près cette fois, et prit le broche entre ses doigts, le faisant tourner lentement. « Ma sœur, Isabelle. Elle avait votre âge quand elle est partie. » commença-t-il, la voix rauque d'émotion contenue. La musique soulignait chaque mot, révélant des couches enfouies sous son armure de magnate. En 1879, juste après la Commune, elle s'est mariée par devoir. Son fiancé,
Un comte appauvri l'a traînée dans un manoir normand, un tombeau de dettes et de cruauté. Il la battait pour des riens. Un regard trop libre, un refus de danser à ses bals forcés. J'ai essayé de l'aider, d'acheter sa liberté avec mes premiers gains des rails, mais elle refusait. Le devoir d'une femme est sacré, disait-elle, répétant les leçons de notre mère. Henri marqua une pause. Ses yeux fixés sur la perle, comme si elle contenait les larmes qu'il ne versait jamais. Un soir d'hiver, elle s'est jetée dans la Seine. La perle était à son cou. Je l'ai gardée pour me rappeler. Jamais plus une femme ne paiera ce prix par ma faute. Émilie sentit les larmes monter, un écho de sa propre peur. La musique gonflait, les cordes vibrantes comme des cœurs brisés, et elle posa une main sur la sienne. Un geste timide qui changea l'air chargé de la pièce. Pas de passion consumée, juste une chaleur humaine, une promesse tacite de ne pas répéter les erreurs du passé. Je comprends maintenant, souffla-t-elle. Mon père, avant sa mort, me racontait des histoires de l'Empire, de gloire perdue. Mais après, ma mère m'a élevé comme un trophée. Mariage ou ruine, disait-elle, et Armand. Ses regards me rappellent les ombres que vous décrivez. J'ai vu sa colère une fois, lors d'un souper. Il a giflé un valet pour une assiette froide. Si je retourne, ce sera ma fin, comme votre sœur. Henri serra doucement sa main, un contact fugace qui fit naître une confiance nouvelle, comme un pont jeté sur l'abîme. Vous n'êtes pas elle, Émilie. Vous avez fui. Cela vous rend forte. Et moi, j'ai ma propre culpabilité. J'ai bâti cet empire sur le dos d'ouvriers, des hommes comme mon père, un forgeron mort d'épuisement. Le devoir m'a rendu impitoyable, mais ce soir, dans cette tempête qui nous enferme, je promets, je vous protège, non pour un contrat, mais pour racheter mes ombres. La musique s'acheva sur une note suspendue, et le silence qui suivit fut intime, chargé d'une compréhension profonde. Émilie se pencha légèrement, leurs fronts presque se touchant, un silence partagé où les mots superflus s'effaçaient. Pour la première fois, elle vit l'homme derrière le magnate, vulnérable, humain, un allié forgé dans le feu du regret. Dehors, la tempête éclata enfin, la pluie martelant les volets comme des coups de tonnerre, isolant la villa dans un cocon furieux. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement leurs visages apaisés. Henri se leva pour rajouter du bois dans la cheminée, où des flammes crépitaient, projetant des lueurs orangées sur les murs. Demain, nous affronterons Nice, mais ce soir, reposez-vous. La confiance que nous venons de tisser est notre meilleure arme. Émilie acquiesça, le broche serré dans sa paume, sentant la température émotionnelle s'élever, non en flamme, mais en une braise durable. Pourtant, au milieu de la nuit, un bruit sourd brisa le répit. Un cavalier arrivant sous la pluie torrentielle, un envoyé d'Armand trempé et essoufflé, portant une nouvelle missive. Henri l'accueillit à la porte, et les mots qu'il lut firent pâlir son visage. Une accusation formelle de rapt, signée par les autorités parisiennes, promettant une arrestation à l'aube. La marée émotionnelle retomba brutalement, l'espoir noyé dans l'urgence. La tempête n'était plus seulement dehors, la tempête s'apaisa au petit matin, laissant derrière elle un ciel lavé de bleu pâle et une terre gorgée d'eau qui exhalait une odeur de pin et de sel marin. La villa de Henri Beaumont, nichée sur les hauteurs de Nice, reprenait vie. Les domestiques en livrée grise balayaient les allées boueuses, et le coq du jardin voisin chantait une aube hésitante. Mais à l'intérieur, l'urgence pesait comme un linceul. Henri, les traits tirés par une nuit sans sommeil, relisait la missive du cavalier. Une accusation formelle de rapt, signée par un commissaire parisien et contresignée par Armand de la Croix. « Ils arrivent !» murmura-t-il en froissant le papier, ses yeux verts assombris par une rage contenue. Émilie, encore enveloppée dans sa robe de chambre de mousseline, se tenait près de la fenêtre, le broche à la perle serré dans sa paume comme un talisman fragile. La confiance tissée la veille, dans l'intimité de la musique et des confessions, vacillait déjà sous l'assaut de cette menace tangible. « Il bluffe », dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui trahissait un tremblement. « Armand veut nous forcer à nous séparer. Si je me rends, il me ramènera comme un trophée.
Henri secoua la tête, traversant la pièce pour ouvrir un secrétaire en chêne sculpté. Il en tira un dossier plus épais que celui du train. Des lettres codées, des reçus falsifiés, des témoignages d'ouvriers exploités sur les chantiers de Lyon. Non, Émilie, ce n'est pas un bluff. Delacroix a des appuis, des juges corrompus, des journalistes à sa solde. Regardez cela. Il étala les documents sur la table, ses doigts calleux pointant une page jaunâtre. Il expose nos fraudes communes, les miennes supposées, les siennes réelles. Si cela sort, mon empire s'effondre. Et vous devenez la complice d'un scandale. Le cœur d'Émilie se serra. L'attaque frontale d'Armand n'était pas un murmure dans l'ombre, c'était un coup de canon public. La veille, lors de leur intimité forcée par la tempête, elle avait vu l'homme derrière le magnate, un frère endeuillé, un bâtisseur rongé par la culpabilité. Mais maintenant, la réalité les rattrapait, brisant l'équilibre précaire de leur alliance. Elle s'approcha, parcourant les lignes accusatrices, des allégations de détournement de fonds ferroviaires, mêlant le nom de Henri à celui d'Armand. Et pire, insinuant qu'Émilie n'était qu'une espionne envoyée pour saboter le vicomte. « Il me salit déjà », souffla-t-elle, la voix brisée. « Dans les salons de Nice, on me regardera comme une intrigante, une femme perdue. » Henri referma le dossier d'un geste sec, son visage, buriné par l'expérience, se durcissant en un masque de résolution. « Nous devons contre-attaquer. Aujourd'hui, à l'Assemblée des investisseurs au casino de la Jetée-Promenade. C'est là que Delacroix frappera. Il a un émissaire sur place, prêt à diffuser ses faux. Mais au fond de lui, une fracture se creusait. La confiance naissante, scellée par ce contact fugace de main la veille, se fissurait sous le poids de la réalité. Émilie, à 19 ans, n'était pas prête pour ce bain de boue social. Son statut, déjà fragile en tant que secrétaire, risquait l'effondrement total, et lui, avec son passé de veuf impitoyable, craignait de l'entraîner plus bas. L'assemblée se tenait dans la grande salle du casino, un palais de marbre et de dorure face à la mer agitée, où l'élite niçoise et les exilés parisiens se pressaient en habits du matin. Redingote grise pour les hommes, robe de percale pastel pour les dames, éventail claquant comme des applaudissements nerveux. Henri et Émilie arrivèrent en landau, elle vêtue d'une toilette sobre en serge bleu, le broche épinglé comme un bouclier discret. Les regards les transpercèrent dès l'entrée, des murmures fusaient, portés par le vent salin. La petite Laurent, ou Duval. Les journaux de Paris parlent d'un enlèvement. Une matrone en chapeau à plumes, vue au salon Rulle, plissa les lèvres derrière son gant. Scandaleux. Beaumont la traîne comme une ombre. Henri guida Émilie vers une table latérale où des investisseurs en gilets rayés discutaient des cours des rails. « Restez près de moi », murmura-t-il, son bras effleurant le sien dans la foule. Un geste protecteur, mais chargé d'une tension nouvelle. L'assemblée débuta par des discours guindés sur l'expansion des lignes vers Cannes, voix monocorde sous les lustres de cristal. Puis, l'émissaire d'Armand surgit. Un homme maigre en habit noir, aux yeux fureteurs, brandissant un paquet de feuilles. « Messieurs, une révélation urgente !» cria-t-il, sa voix rauque couvrant le brouhaha. Il distribua les libelles, des caricatures grossières montrant Henri comme un loup en frac, dévorant des ouvriers, et Émilie comme une poupée manipulée par des fils de marionnettes. Fraude à Lyon. Beaumont et sa complice Duval sabotent l'honnête commerce pour un vicomte spolié. La salle explosa en un chaos de chuchotements et de regards accusateurs. Un investisseur, un banquier lyonnais aux favoris blancs, se leva, pointant Henri d'un doigt tremblant. « Est-ce vrai, Beaumont ? Vous ruinez nos parts pour une fugitive ?» Les femmes se couvrirent la bouche, leurs éventails s'agitant furieusement. Émilie sentit le sol se dérober. La chute de statut était immédiate. Un isolement public qui la rongeait comme de l'acide. Des rires étouffés fusèrent. Une dame d'affaires, plutôt une courtisane en herbe. Et elle recula, les joues en feu, le broche soudain lourd comme une chaîne. Henri bondit sur l'estrade, arrachant les libelles des mains de l'émissaire.
Mensonge! Ces documents sont forgés par Delacroix, un escroc qui falsifie mes contrats pour masquer ses dettes. Il déploya son propre dossier, révélant les preuves vraies, signatures truquées, lettres compromettantes. La foule hésita, un murmure d'incertitude se propageant. Mais le mal était fait. 2 investisseurs se levèrent, claquant la porte derrière eux. « Nous retirons notre soutien !» La perte d'appui était tangible, une hémorragie financière qui menaçait l'empire de Henri. Et pour Émilie, l'alliance se rompait. Isolée au milieu de la salle, elle vit les regards se détourner, la rejetant comme une paria. Armand avait gagné cette manche, blessant leur projet au vif, forçant une séparation émotionnelle, elle fuyant vers une alcôve, lui cerné par les doutes. Dans l'ombre de l'alcôve, Émilie s'effondra sur un banc de velours, les larmes coulant enfin. « C'est fini, je ne peux pas vous suivre plus loin, vous perdrez tout par ma faute. » Henri la rejoignit, agenouillé, sa main sur la sienne, un geste désespéré. « Non, c'est le moment sans retour. Nous avons exposé une partie de la vérité, impossible de reculer vers Paris sans nous détruire mutuellement. » Mais au fond, la fracture s'élargissait. La confiance brisée par cette humiliation publique, Émilie doutant de sa place, Henri craignant d'avoir condamné une autre âme innocente. Dehors, sur la jetée, un fiacre attendait, envoyé par un allié d'Armand. Un ultimatum final, sommant Émilie de rentrer seule sous peine d'arrestation immédiate. Henri lut le message, son visage pâle. « Allez-vous » ? « Partir » murmura-t-il, la voix rauque. Elle hésita. Le cœur déchiré, la séparation se profilait, un exil émotionnel inévitable, et Nice, leur refuge, devenait un champ de ruines. Mais dans l'ombre, un nouveau complot se tramait. Armand préparait son coup de grâce. Les jours suivants à Nice s'étirèrent comme une toile tendue à rompre, sous un soleil implacable qui n'adoucissait en rien les ombres grandissantes. Émilie, confinée dans la villa de Henri Beaumont, passait ses matinées à feuilleter des livres de contes empruntés à la bibliothèque municipale, ses doigts fins traçant des lignes de chiffres qui dansaient devant ses yeux fatigués. La missive d'ultimatum d'Armand Delacroix gisait toujours sur le secrétaire, un serpent endormi prêt à mordre. Henri, absent pour des réunions discrètes avec des avocats locaux, lui avait laissé une clé. « Explorez mon étude. Il y a peut-être des réponses là-dedans. » Elle avait obéi, mue par une curiosité qui virait à l'urgence, son cœur cognant comme les vagues contre les falaises en contrebas. Ce fut dans un tiroir verrouillé, derrière un portrait fané d'Isabelle, la sœur de Henri, aux yeux si semblables aux siens, figée dans un sourire mélancolique sur une toile craquelée, qu'Émilie trouva le trésor. Un journal, relié en cuir noir, aux pages jaunies par les ans, et un paquet de lettres nouées d'un ruban effiloché. Elle s'assit sur le plancher de bois ciré, le soleil filtrant à travers les volets mi-clos, et ouvrit le journal d'une main tremblante. Les mots d'Isabelle jaillirent, écrits d'une encre pâlie. 1879. Le comte me force à signer ces papiers. Des dettes qu'il cache, des terrains volés à des paysans normands. Henri essaie de m'avertir, mais il est trop tard. Armand Delacroix. Non, un parent éloigné du comte, un vicomte ambitieux, tire les ficelles. Il manipule les notaires, falsifie les actes pour s'approprier les rails du Sud. Si je parle, il ruine notre famille. Émilie étouffa un cri. Le nom d'Armand, lié à la tragédie d'Isabelle. Elle déroula les lettres, des correspondances entre le vicomte et le comte défunt, des promesses de silence achetées, des plans pour détourner des fonds des lignes de Henri dès les années 70. Un livre Kesha glissé entre les pages révélait des entrées codées, des sommes disparues, des terrains à Lyon revendus sous de faux noms, tout un complot structuré pour absorber l'empire de Henri et celui d'autres magnates. La vérité éclatait, brutale. Armand n'était pas un simple nobliau endetté, c'était l'architecte d'un réseau de fraude, utilisant des mariages forcés comme levier pour couvrir ses crimes. Le mariage avec Émilie, un pion pour infiltrer la bourgeoisie lyonnaise, ruiner sa mère et s'allier à des banquiers corrompus. « Il n'a pas changé » murmura-t-elle, la rage montant comme une marée. « Il piège les femmes pour ses jeux d'argent et de pouvoir. »
Un pic d'indignation la traversa, chaud et impitoyable. Armand, ce monstre aux yeux froids, avait causé la mort d'Isabelle indirectement, en tissant sa toile de manipulation. Et maintenant, il visait Émilie, la traitant comme un bien à échanger. Elle referma le journal, le cœur battant d'une résolution nouvelle. Plus de fuite passive, elle agirait. Henri rentra au crépuscule, sa redingote poussiéreuse de la chaleur niçoise, et la trouva penchée sur les documents, les joues rougies par l'émotion. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, s'approchant avec une prudence qui trahissait sa propre vulnérabilité. « La vérité sur votre sœur. »« Et sur Armand ?» répondit-elle, sa voix ferme pour la première fois. Elle lui tendit le journal, leurs doigts se frôlant. Un contact contenu, chargé de confiance renaissante. Henri lut en silence, son visage buriné se crispant, les rides autour de ses yeux verts s'accentuant comme des cicatrices ravivées. « Je n'avais pas tout vu, » avoua-t-il, la voix rauque. « Ma froideur ces jours-ci n'était pas du dédain, Émilie, c'était la culpabilité. J'ai bâti mes rails sur des fondations instables, ignorant les ombres comme de la croix. Pour Isabelle, j'ai échoué. Pour vous, je ne faillirai pas. Mais ce complot, il est plus vaste. Il vise à me ruiner publiquement, à me faire passer pour le vilain. » Émilie se leva, posant une main sur son bras. Un geste proactif, réencadrant leur lien non comme un sauvetage paternaliste, mais comme une alliance d'égal à égal. Alors, agissons ensemble, pas en cachette. J'irai voir un notaire niçois demain, je rédigerai une déclaration. Les preuves sont là, lettres, journal, compte. Je signerai de mon vrai nom Duval, pour montrer que je ne suis pas une fugitive, mais une victime qui se dresse. Henri hésita, puis hocha la tête, un éclat d'admiration dans le regard. Vous assumez l'agence, Émilie, cela changera tout. Mais le danger, il ripostera. Le lendemain, au bureau d'un notaire respecté de la place Saint-François, Émilie entra seule, son cœur martelant comme un tambour. Vêtue d'une robe de serge grise, sobre et butonnée jusqu'au cou, le broche d'Isabelle épinglé comme un badge de courage, elle dicta sa déclaration, un témoignage public sur les manipulations d'Armand, citant les documents sans impliquer Henri directement, pour le protéger. Le notaire, un homme aux lunettes cerclées d'or, arqua un sourcil mais nota fidèlement, impressionné par sa diction claire. « Ceci sera publié dans le Petit Niçois, mademoiselle. Vous risquez la colère de Paris. » Elle signa d'une main assurée, sentant la perception sociale basculer, de paria à porteuse de vérité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Au salon Rulle, où les bourgeoises l'avaient moqué, on chuchotait maintenant avec respect « La petite Duval dénonce un vicomte escroc. Preuve en main. » Un pic d'espoir surgit. Des investisseurs contactèrent Henri, ralliés par cette initiative féminine audacieuse, et leur alliance se resserra dans une promenade vespérale le long de la promenade des Anglais. Regards complices, silence partagé. Une confiance plus profonde que la passion naissante. « Vous m'avez reframé aux yeux du monde », murmura Henri, son épaule frôlant la sienne sous les palmiers, « et à mes propres yeux, mais chaque avancée appelait un val de danger. » Armand riposta vite. Un télégramme arriva, accusant Émilie de diffamation, promettant un procès pour calomnie contre un gentilhomme. Ses émissaires rôdaient. Un témoignage fabriqué circulait, une servante soi-disant repentante, jurant qu'Émilie avait fui par caprice amoureux. L'indignation contre le vicomte gonfla. Au marché aux fleurs, des marchandes murmuraient « Ce monstre force les mariages pour voler ». Et des articles dans les journaux provinciaux le peignaient en tyran, éveillant un courroux public qui bouillonnait comme la mer en tempête. Pourtant, la menace culmina. Une lettre scellée, livrée par un coursier anonyme, sommait Henri à une confrontation décisive. « À l'Opéra de Nice, ce soir », lut-il à voix haute, la voix tendue. « Delacroix sera là, avec ses alliés. Refusez, et les faux témoignages noieront votre nom. » Émilie serra le poing, l'indignation atteignant son pic. Armand, ce serpent, osait défier leur vérité naissante.
L'événement public décisif se profilait, un affrontement où tout basculerait. Mais dans l'ombre de la villa, un nouveau témoignage, un ouvrier de Lyon prêt à parler, murmurait une lueur d'espoir. La bataille finale approchait et Émilie, transformée, était prête à la mener. L'opéra de Nice s'illuminait comme un joyau sous les étoiles. Ses façades de pierre blonde, reflétant les torches à gaz qui crépitaient le long du boulevard. C'était une soirée de gala en 1890 où l'élite cosmopolite se pressait pour une représentation de Faust, les calèches déversant des vagues de soieries et de fourrures sur les marches du théâtre. Émilie, le cœur battant un rythme effréné, ajusta son châle de cachemire sur ses épaules, sa robe de taffetas vert émeraude, un emprunt discret de la garde-robe d'une amie de Henri, moulant sa silhouette avec une élégance contenue. Le broche à la perle d'Isabelle luisait à son corsage, un rappel silencieux de la vérité qu'elle portait comme une armure. Henri, à ses côtés dans son frac noir impeccable, lui offrit son bras d'un geste mesuré. « Ce soir, nous affrontons le dragon dans son antre », murmura-t-il, ses yeux verts luisant d'une détermination farouche. Derrière eux, l'ouvrier de Lyon, un homme trapu nommé Pierre, attendait dans l'ombre, prêt à témoigner. La salle bruissait d'un murmure fiévreux, les loges dorées, remplies de figures connues, le banquier lyonnais aux favoris blancs, les bourgeoises du salon Rulle avec leurs éventails agités, et au premier rang Armand Delacroix, imposant dans son habit de velours, son visage aux traits acérés encadré par une cravate blanche. Ses yeux froids balayèrent la foule, s'arrêtant sur Émilie avec un sourire carnassier. Il avait orchestré ce piège, des invitations envoyées à tous les investisseurs, un prétexte culturel pour une confrontation explosive. Émilie sentit un frisson la traverser, mais elle redressa le menton. La communauté niçoise, ce kaléidoscope d'aristocrates et de bourgeois, serait leur juge ce soir. Une choix morale les définissait, fuir dans l'ombre ou se dresser pour la justice au risque de tout perdre. L'orchestre attaqua l'ouverture, les violons vibrant comme des nerfs tendus, mais l'intervalle arriva vite, transformant le foyer en un tourbillon de conversation. Armand surgit alors, flanqué de deux acolytes, un notaire corrompu et une femme en robe écarlate, une témoin achetée, prétendument une servante de la famille Duval. Il s'approcha d'Henri et Émilie près d'une colonne de marbre, sa voix suave, portant comme un poison. « Beaumont, vous osez parader avec ma fiancée? Les autorités de Paris vous attendent pour rapt, et vous, mademoiselle Duval, votre déclaration au notaire n'est qu'un tissu de mensonges. Voici la preuve. » Il brandit un dossier factice, des lettres forgées imitant l'écriture d'Émilie, accusant Henri de l'avoir séduite par promesse de fortune. La témoin renchérit. Sa voix aiguë couvrant le brouhaha, « Je l'ai vu fuir avec lui, une intrigante, messieurs, qui trahit sa famille pour un magnate cupide. » La sabotage finale frappa comme un coup de tonnerre. La foule se tourna, les éventails s'immobilisant, des murmures explosant en un chaos. « Scandale! Rapt et fraude !» Le banquier lyonnais s'avança, fronçant les sourcils. « Beaumont, est-ce vrai? Vos rails, vos promesses, tout pour une femme ?» Les bourgeoises gloussèrent, pointant Émilie, « De fugitive à voleuse, regardez-la, pâle comme un fantôme !» L'humiliation publique la submergea, un feu liquide dans ses veines, mais Henri ne broncha pas. Il posa une main ferme sur son bras, un geste de solidarité, non de possession, et riposta avec une intelligence froide. « Messieurs, mesdames, écoutez la vérité, non les ombres. » Il fit signe à Pierre, l'ouvrier, qui émergea de la foule, son tablier usé contrastant avec les soieries environnantes. Pierre, la voix rauque d'années au chantier, déploya un rouleau de parchemins authentiques, des contrats originaux tachés d'encre et de sueur. J'ai travaillé pour Delacroix à Lyon. Il falsifiait les salaires, volait les terrains pour ses dettes. J'ai vu ses lettres à la main, celles que mademoiselle Duval a révélées. Il lut à voix haute, citant des dates précises, des sommes détournées, 5 000 francs en 1888, des ouvriers évincés sans paix. Puis, Émilie s'avança, sa voix claire fendant le tumulte comme une lame.
Ce vicomte m'a forcé au mariage pour couvrir ses crimes. Sa témoin ment, je la reconnais. Une espionne à sa solde, payée en or volé. » Elle tendit le journal d'Isabelle, ouvert à la page incriminante, et une lettre fraîche du notaire niçois, certifiant l'authenticité des preuves. La stratégie sociale était parfaite, non une attaque personnelle, mais un appel à la justice collective, invoquant l'honneur des familles, la mémoire des victimes comme Isabelle. La communauté bascula, un silence stupéfait s'abattit, puis des exclamations fusèrent. « Le vicomte, un escroc! Regardez ses preuves !» Armand blêmit, son sourire se tordant en grimace, ses acolytes reculant comme des ombres chassées. Le banquier arracha le dossier factice, le déchirant d'un geste théâtral. « Mensonges évidents. Beaumont, vous avez raison. Delacroix paiera. » Les bourgeoises, qui l'avaient moqué, applaudirent, leurs yeux brillants d'une admiration nouvelle. « Bravo, mademoiselle Duval, une vraie dame, courageuse !» Émilie, de l'humilier au respecter, sentit une vague d'euphorie la submerger, un pic de triomphe cathartique où la vérité l'emportait, humiliant publiquement le monstre. Armand, cerné, balbutia « C'est une calomnie, je vous ruinerai tous !» Mais la foule l'ignora, le rejetant comme un paria, ses alliés le désertant dans un tourbillon de regards méprisants. Henri serra discrètement la main d'Émilie, un engagement tacite dans le silence qui suivit la tempête. Un lien forgé non par le devoir, mais par le choix partagé. Une promesse d'avenir sans chaîne. L'orchestre reprit, mais le vrai climax résonnait encore dans les cœurs. Pourtant, au fond de la salle, un messager discret glissa une note à Armand. « Paris prépare le contre-coup. Fuyez. » Le vicomte s'éclipsa dans l'ombre, mais le combat n'était pas fini. Émilie et Henri, victorieux, se retirèrent dans une loge, leurs regards se croisant dans une quiétude nouvelle, un horizon de justice se dessinant. Si cette victoire vous émerveille, abonnez-vous au canal pour ne rater aucune autre histoire captivante. Les jours suivants, l'opéra de Nice s'écoulèrent comme un rêve éveillé, où la justice, enfin invoquée, tissait ses filets invisibles autour des ombres persistantes. Armand Delacroix avait fui dans la nuit, son fiacre disparaissant dans les ruelles sombres du port, mais Paris, cette hydre aux 1000 yeux, ne tarderait pas à l'engloutir. Émilie, le cœur encore vibrant de l'euphorie de la confrontation, se promenait le long de la promenade des Anglais sous un soleil doux de printemps naissant. Sa robe de lin blanc flottait au vent marin, simple et libre, sans les entraves des crinolines imposées par sa mère. Le broche d'Isabelle, désormais un talisman partagé, ornait son col. Henri l'avait fait monter sur une chaîne fine, un geste discret qui scellait leur lien sans chaîne du passé. Henri Beaumont, transformé lui aussi, marchait à ses côtés, sa canne en ébène claquant rythmiquement sur les pavés. Plus de froideur calculée. Sa voix, autrefois grave et mesurée, portait maintenant une compassion nouvelle, forgée dans les flammes de leur épreuve commune. « Les avocats ont bougé à Paris, dit-il, ses yeux verts captant la lumière azurée de la mer. Vos preuves, le journal d'Isabelle, les contrats falsifiés ont été déposés au tribunal. Delacroix affronte un procès pour fraude et chantage. Ces terres normandes seront saisies. Ces titres suspendus. L'exil l'attend peut-être en Amérique, loin de nos rails. » Émilie hocha la tête, un sourire serein aux lèvres. La sanction tombait comme une lame. Le vicomte, jadis craint pour ses colères, perdait tout prestige, réduit à un paria banni des salons qu'il hantait. À la villa, les fils familiaux se nouèrent enfin. Une lettre arriva de Paris, cachetée de cire noire, rédigée de la main de Madame Duval. Émilie l'ouvrit dans le salon aux baies vitrées, Henri à distance respectueuse, observant sans imposer. « Ma fille, j'ai lu les journaux. Ton courage m'a ouvert les yeux. Le vicomte nous aurait ruinés tous, mais toi, tu as sauvé notre nom. » Les mots, larmoyants, imploraient un pardon. La mère avouait ses erreurs, les dettes gonflées par l'ambition, et promettait de vendre l'hôtel particulier pour rembourser les créanciers. Pas de retour imposé, au contraire, une liberté offerte. Émilie répondit par télégramme, sa plume ferme. « Mère, choisissez votre chemin. Le mien est tracé ici, avec ceux qui m'ont vu vraiment.
Madame Duval, repositionnée de matriarche autoritaire à veuve repentante, trouva un allié inattendu. Claire, la sœur aînée, qui quitta son mariage terne pour gérer les biens familiaux, récompensée par une indépendance nouvelle. Les coadjuvants, ces ombres bienveillantes, virent leur sort s'éclairer. Pierre l'ouvrier, héros discret de l'opéra, reçut une pension généreuse de Henri et un poste de contremaître sur les chantiers de Cannes, une ascension méritée, loin des bas-fonds de Lyon. Le notaire niçois, impressionné par l'initiative d'Émilie, devint un conseiller fidèle, reliant leur alliance à un réseau d'hommes d'affaires intègres. Même mademoiselle Leclerc, la gouvernante acariâtre, écrivit une missive tardive. « J'ai sous-estimé votre feu, mademoiselle. Pardonnez une vieille folle. » Neutre jadis, elle se repositionna en bienfaitrice lointaine, envoyant des livres d'aquarelle pour un futur paisible. Leur lien, scellé par choix libre, fleurit dans un rituel simple, loin des poisons du passé. Sur la terrasse de la villa, au crépuscule où le ciel se teignait d'oranger, Henri offrit un anneau d'or pur, sans pierre ni histoire, forgé par un joaillier local. Pas un contrat, Émilie, mais une promesse entre égaux. Vous, avec votre voix qui a ébranlé les salons, moi, avec ma compassion retrouvée pour ceux que j'ai oubliés. Elle glissa l'anneau à son doigt, leurs mains s'entrelaçant dans un baiser chaste, pour l'amour naissant, sous les étoiles naissantes. Pas de passion dévorante, mais une union profonde, où elle menait désormais des réformes sociales à ses côtés. Une école pour filles ouvrières à Nice, et financée par les rails redirigés vers l'éducation, et une bibliothèque publique où les veuves, comme sa mère, pourraient apprendre sans chaîne. Leur transformation rayonnait. Émilie, de fugitive tremblante à leader compatissante, parlait maintenant dans les assemblées, sa voix claire plaidant pour les droits des femmes piégées par les dettes familiales. Henri, le magnate impitoyable, ouvrait ses ateliers aux réformes, salaire juste, école pour enfants d'ouvriers, un legs qui redessinait son empire en force bienveillante. Leur nouveau équilibre s'établissait, une vie partagée entre Nice et Paris, où les rails ne relièrent plus seulement des villes, mais des destins libérés. L'image finale se grava dans la mémoire. Sur la jetée au lever du soleil, Émilie et Henri, main dans la main, regardaient à l'horizon où la mer embrassait le ciel. Derrière eux, l'école fraîchement inaugurée bourdonnait de rires d'enfants. Le legs en action, une victoire sur les ombres du passé. Un baiser léger scella leur amour, pur et choisi, tandis que les vagues murmuraient un avenir infini. Pourtant, une lettre arriva d'outre-Atlantique, des mois plus tard. Armand, exilé et brisé, implorait une trêve. Ignorée, elle devint le dernier écho d'un chapitre clos, laissant place à de nouvelles aventures sur les rails du destin. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique du carrosse, et Nice, cette perle azurée de la côte d'Azur, avait mué comme un papillon sous le soleil incessant. En 1900, l'air embaumait encore les bougainvillées en fleurs et le sel marin, mais les rails de Henri Beaumont s'étendaient désormais jusqu'aux confins de la Provence, reliant non seulement des villes, mais des vies transformées. La villa perchée sur les collines, autrefois un refuge clandestin, bruissait maintenant de rires d'enfants et de conversations animées, ses terrasses élargies offrant une vue imprenable sur la baie où les vagues dansaient paresseusement. Émilie Beaumont, née Duval, se tenait là, à 30 ans passés, ses cheveux châtains noués en un chignon souple, orné d'une simple barrette de nacre, sa robe de lin blanc flottant au vent doux de l'après-midi. Plus de corsage étouffant ou de crinoline imposée. Elle portait l'élégance libre d'une femme qui avait conquis son destin. Le broche à la perle d'Isabelle épinglé à son col comme un talisman éternel. Henri, à ses côtés, avait les tempes grisonnantes, ses yeux verts adoucis par les années et une sagesse conquise à la dure. À 55 ans, le magnate des rails n'était plus l'homme impitoyable des rumeurs parisiennes. Il marchait avec une canne d'ébène sculptée, non par faiblesse, mais par habitude. Et sa main calleuse effleurait souvent celle d'Émilie dans un geste complice, chargé de souvenirs.
Leur mariage, célébré 2 ans après l'Opéra de Nice dans une chapelle discrète de la promenade des Anglais, avait été un choix pur, sans dette ni titre pour lier leurs âmes. Pour l'amour et pour les ombres que nous avons vaincues ensemble, avait murmuré Henri lors de la cérémonie, glissant l'anneau d'or simple à son doigt. L'union avait fleuri, 2 enfants illuminaient leur foyer. Le premier, un garçon nommé Pierre, en hommage à l'ouvrier fidèle, âgé de 8 ans, courait déjà dans le jardin avec une énergie contagieuse, ses boucles brunes d'héritée d'Émilie volant au vent. La seconde, Isabelle, une fillette de 5 ans aux yeux verts comme son père, ramassait des coquillages sur la plage en contrebas, sa robe courte tachée de sable, symbole d'une liberté que sa mère n'avait connue qu'en fuyant. Leur amour avait résisté au temps, non comme une flamme dévorante, mais comme une braise constante, nourrie par des soirées intimes, où ils relisaient le journal d'Isabelle à la lueur des candélabres à huile. « Tu m'as sauvé ce soir-là. Dans le carrosse !» confiait Émilie parfois, levée contre lui sur le divan de brocart, tandis que les enfants dormaient. Henri souriait, un éclat nostalgique dans le regard. « Non, c'est toi qui m'as racheté. Sans ta voix à l'opéra, j'aurais perdu plus que des rails. » Leur quotidien, un équilibre nouveau, mêlait affaires et compassion. Henri dirigeait toujours son empire, mais avec des réformes profondes. Salaire décent pour les ouvriers, école gratuite le long des voies. Émilie, devenue une figure respectée, gérait la bibliothèque publique qu'ils avaient fondée ensemble, un legs vivant où les veuves et les filles de modestes conditions apprenaient à lire, à peindre, à rêver sans chaîne. Pour Isabelle et pour toutes celles qui suivent, disait-elle aux jeunes lectrices, sa voix claire, écho d'un passé triomphé. Les changements sociaux et familiaux s'étaient tissés comme une tapisserie riche. Madame Duval, la mère d'Émilie, avait vendu l'hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain 5 ans plus tôt, remettant les dettes au clair avec une dignité retrouvée. Repositionnée en veuve indépendante, elle vivait désormais à Lyon dans une petite maison aux volets verts, entourée de roses qu'elle cultivait elle-même. « J'ai payé le prix de mon ambition », avouait-elle dans ses lettres mensuelles, sa plume plus humble, presque reconnaissante. « Mais voir mes petits-enfants en photo, cela guérit tout. » Claire, la sœur aînée, avait divorcé de son notaire terne, un scandale modéré, mais libérateur, et gérait maintenant un atelier de mode pour femmes ouvrières à Paris, récompensé par une liberté qu'Émilie lui avait inspirée. « Tu as ouvert la porte, petite sœur », écrivait-elle, joint une robe cousue, main pour Isabelle. Pourtant, tous n'avaient pas connu la rédemption. Armand Delacroix avait payé le prix le plus élevé. Exilé en Argentine, après son procès retentissant à Paris en 1895, il avait sombré dans l'oubli et la misère. Les journaux avaient relaté sa chute, terre saisie, titre révoqué, et une mort solitaire en 1898, emporté par une fièvre dans une hacienda délabrée. Il a récolté les ombres qu'il semait, murmurait Henri lors des veillées. Sans triomphe, juste une leçon amère. Ses acolytes, le notaire corrompu et la fausse témoin, avaient connu des sorts plus doux mais humiliants. Le premier, ruiné, mendiait des postes obscurs. La seconde, discréditée, errait dans les bas quartiers de Marseille, un avertissement vivant contre les mensonges. Pierre l'ouvrier, devenu contremaître, visitait la villa chaque été avec sa famille, ses enfants jouant avec ceux d'Émilie sous les palmiers. « Sans vous, je serais encore dans la boue de Lyon », disait-il, serrant la main d'Henri avec gratitude. Mademoiselle Leclerc, la gouvernante d'antan, avait trouvé refuge dans la bibliothèque, enseignant l'aquarelle aux veuves. Son acrimonie fondue en une sagesse tardive, elle offrait des leçons gratuites, repositionnées en mentor bienveillante. Ce jour-là, sur la terrasse, tandis que le soleil déclinait en teintes orangées, Émilie et Henri regardaient leurs enfants courir vers la mer, Pierre portant Isabelle sur ses épaules. Une nostalgie douce les enveloppa, un mélange d'émotion et de paix. 10 ans, et pourtant je revois encore ce carrosse, cette nuit de Paris, souffla Émilie, posant sa tête sur l'épaule de Henri. Il l'embrassa sur le front, un geste tendre. Et moi,
tes yeux dans l'ombre, nous avons gagné plus que la justice, une vie. De loin, la bibliothèque bourdonnait, des voix de femmes s'élevant comme un hymne, le legs en action, un horizon infini où l'amour, résilient, illuminait les rails du futur. La brise portait un rire d'enfant, effaçant les échos du passé dans une symphonie éternelle. Dans les lueurs dorées du crépuscule niçois, où la mer Méditerranée murmure encore les secrets d'un amour forgé dans l'ombre d'un carrosse parisien, l'histoire d'Émilie et Henri s'achève, non comme un conte clos, mais comme une flamme éternelle qui illumine les chemins du courage. Cette épopée de la belle époque, tissée de trahison et de triomphe, nous enseigne des leçons profondes, gravées dans le marbre des âmes résilientes. D'abord, que le vrai pouvoir réside non dans les titres ou les fortunes amassées sur des rails d'acier, mais dans la voix d'une femme qui ose défier les chaînes invisibles d'un mariage forcé. Émilie, cette jeune fugitive de 19 ans, nous montre que la peur peut être vaincue par une alliance sincère, un pacte tissé de confidence, murmuré sous la tempête, où la vulnérabilité devient force. Henri, le magnate aux yeux verts, incarne la rédemption. Un homme durci par les affaires apprend que la compassion guérit les blessures du passé, transformant un empire froid en legs de lumière pour les oublier. Cette saga nous rappelle aussi que les ombres comme Armand de la Croix, ces vipères masquées en gentilshommes, s'effondrent sous le poids de la vérité révélée. L'indignation collective, ce feu qui gronde dans les salons et les opéras, est l'arme des justes. Elle humilie le tyran et élève les cœurs purs. Enfin, l'amour véritable n'est pas un piège doré, mais un choix libre, un horizon partagé où les partenaires marchent côte à côte, réformant le monde par des écoles et des bibliothèques qui libèrent les esprits. 10 ans après, avec leurs enfants riant sur la plage, Émilie et Henri prouvent que le destin n'est pas écrit dans les contrats falsifiés, mais dans les gestes tendres qui défient les conventions d'une époque corsetée. Que cette histoire vous inspire à braver vos propres tempêtes, à écouter la voix intérieure qui murmure « Fuis, mais choisis avec sagesse ». Si les rebondissements vous ont captivé, si les larmes ont coulé lors de ces confessions intimes ou si l'euphorie de la victoire à l'opéra vous a fait vibrer, partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus touché, la fuite audacieuse dans le carrosse ou le triomphe final. Et pour savoir qui a suivi cette aventure jusqu'au bout, écrivez le mot « Rails » dans votre message. Cela m'aidera à propager ces récits émouvants à plus de cœurs curieux. N'oubliez pas de liker si l'indignation contre le vicomte vous a fait bouillir et abonnez-vous pour ne manquer aucune autre épopée de la belle époque, pleine de passion contenue et de justice triomphante. Cliquez sur les cartes pour découvrir des histoires similaires, des amours volés dans les salons de Lyon ou des complots déjoués à Cannes. Merci d'avoir voyagé avec moi sur ces rails du destin. Que votre propre chemin soit illuminé de courage et d'amour vrai. À bientôt pour de nouvelles ombres vaincues.